Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. L'hivernage, c'est pour bientôt à Dakar, si il ne s'est déjà installé sur plusieurs parties du pays. Ce soir, avec le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, nous ferons le point sur les OPH, comprenez opération pré-hivernale. Ces dernières consistent à la réhabilitation maintenance du réseau d'assainissement avant l'arrivée des pluies. Démarrées il y a quelques semaines, ces opérations seraient aujourd'hui en phase d'être bouclées, mais au-delà, il s'agira pour nous de faire l'état des lieux de la politique d'assainissement globalement au Sénégal. Avec nous donc Lansana Gagny-Sakho, bonsoir. Bonsoir Gary. Vous êtes directeur général de l'Office national de l'assainissement. L'hivernage est arrivé à Dakar plus tôt que prévu. Vous êtes surpris? Vous êtes pris de court? Pris de court, c'est trop dire. Nous avions planifié, commencé les opérations depuis le mois d'avril, mais je dois avouer qu'on ne s'attendait pas à un démarrage assez prématuré. Mais toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions bien gérer cet événement particulier dans le courant de l'année. C'est des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Dakar et un peu partout au Sénégal. Cela vous a permis d'observer le comportement de votre réseau. Comment il est aujourd'hui? Il n'y a pas eu de problème majeur, à part quelques points à Kaffrine, essentiellement. Mais je pense que nous avons pu juguler toute cette première pluie pour ne pas faire face à des problèmes particuliers. Je dois dire donc depuis le début de l'hivernage, il n'y a pas d'incident majeur qui se soit déroulé parce que justement nous avions anticipé dans la préparation de cet hivernage à travers les OPH. C'est des travaux qui continuent aujourd'hui. On voit par exemple sur l'autoroute Limamoulaye de Dakar, là, les gens continuent à désherber, à désensabler le canal qui longe la route. Voilà, c'est des travaux qui continuent, mais je dois préciser que il n'y a pas que l'ONAS qui travaille dans les opérations pré-hivernales. Vous avez la GEROUT, vous avez l'ADM, vous avez même la PIX. Donc c'est une opération multi-acteurs qui a un seul objectif, permettre aux Sénégalais de passer un hivernage sans gros problème. Ce que vous avez vu sur l'autoroute, ce n'est probablement pas l'ONAS, c'est d'autres acteurs. Mais nous travaillons tous en parfaite synergie pour avoir à ne pas faire face à des inondations. C'est des opérations qui se déroulent toujours au moment où l'eau peut tomber à tout moment. Cela ne pose-t-il pas la problématique du démarrage, de la date et tout ça? Pourquoi vous ne le faites pas plus tôt que ça? Je pense que la question qu'il faut se poser, pourquoi on ne le fait pas plus tôt, c'est pourquoi on le fait. Nous dépensons chaque année entre 3 et 5 milliards de francs CFA pour les opérations. Pour cette opération, vous êtes dans cette fourchette toujours. Oui, chaque année. Cet argent, on aurait pu le mettre ailleurs si on avait des comportements un peu plus citoyens. Qu'est-ce que nous faisons dans ces opérations-là? Nous faisons ce qu'on appelle des curages. Faire un curage, c'est enlever des égouts, des corps étrangers qui ne devaient pas y être. Ouais. Ça appelle un comportement des populations. Pourquoi on ne le ferait pas plus tôt? On le ferait janvier-février, mais avant la saison des pluies, ce qui se passerait, c'est que les réseaux seraient encore remplis de corps étrangers. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons commencé ces opérations, qui se déroulent très bien. Je pense que nous sommes sur la phase finale. Ouais. Mais moi, j'ai une grosse inquiétude. La grosse inquiétude, c'est la tabaski qui va arriver bientôt. Ouais, si les gens mettent les peaux de mouton, si les gens mettent les panses de mouton dans les égouts, c'est comme si on n'aura absolument rien fait. Ben, naturellement, on risque d'avoir des problèmes. Et ce sera certainement le cas, mais d'ores et déjà, vous pouvez prendre des mesures préventives. Quelles mesures préventives on peut prendre? On ne peut pas mettre un gendarme devant chaque maison. Je pense qu'il faut comprendre... Vous pouvez sensibiliser les chefs de quartier, faire des... On ne fait que ça en permanence sur toute l'année. Je pense l'approche que nous avons du bien public, c'est un bien qui n'appartient à personne. Alors que le bien public, il faut le prendre comme un bien qui appartient à chacun. Et ça doit nous appeler à avoir des comportements citoyens pour la préservation du bien. Je pense que toute la problématique est à ce niveau-là. D'éducation, 4-5 milliards chaque année, depuis la nuit des temps, sur ces opérations qui durent 3 mois. Je pense que cet argent, on aurait pu l'utiliser ailleurs si nous avions des comportements assez citoyens. Prenez la corniche de Dakar. Sur votre droite, vous allez voir que tous les regards ont été, j'ai dit volés. Tous les regards ont été volés, mais quand vous avez une pluie, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous avez le sable qui va rentrer. Quand vous avez une pluie, les impuretés vont entrer dedans. Et après, naturellement, ça va être difficile de pouvoir faire face aux inondations. Et les gens vont taper sur l'État. L'État laisse faire, tout en sachant que demain, les gens retournent sur lui. Je pense taper sur l'État, c'est la solution de facilité en réalité. Mais je pense que si chacun prenait ses responsabilités, on n'en serait pas là. Le rôle de l'État est clair dans ce domaine, c'est de faire les investissements. Le rôle de les surveiller aussi, non? On ne peut pas mettre devant chaque regard un gendarme, ça n'est pas possible. Je pense qu'il faudrait que les gens aient des comportements. Allez aux parcelles assainies.
avec le maire Moussassi qui fait un excellent travail, mais ce sont les populations qui surveillent les regards. Vous ne pouvez pas aller aux parcelles Asseni, prendre les regards pour en faire autre chose. Vous ne pouvez pas aller aux parcelles Asseni, mettre n'importe quoi dedans. Parce que ces populations ont tellement souffert des inondations qu'ils comprennent tous les enjeux, mais elles comprennent surtout les efforts très importants que l'État a fait pour sortir ces gens des inondations. Ce n'est pas le cas à Ouakam, on voit vous êtes à couteau tiré avec les jeunes là-bas, enfin les populations. Il y a aussi la zone de captage où le bassin d'eau pluviale est transformé en dépotoir de toutes sortes d'ordures. Le bassin de la zone de captage est l'exemple type de ce qu'on ne doit pas faire. C'est transformé en dépotoir d'ordures par la porcherie qui est là-bas, par une grande partie des populations, et vous enlevez les impuretés, vous venez 48 heures après, c'est comme vous n'avez rien fait. Après, on va avoir des inondations, on va dire que c'est la faute de l'État. Mais tout ça, ça demande de l'éducation, ça demande de l'accompagnement que nous faisons tout le temps. Je sais que ça n'est pas facile, mais je pense que c'est une étape importante dans notre activité de communication que nous faisons. Mais je pense qu'il y a des problèmes de comportement, qu'il faudrait qu'on règle, sur lesquels on va communiquer de façon permanente. Dans certains quartiers aussi, on dénonce ces branchements clandestins qui raccordent les fosses septiques au réseau d'eau pluviale. C'est aussi un problème. Est-ce que c'est des cas qui sont avérés, selon vous? C'est des cas qui sont... C'est malheureusement devenu la règle. Quand vous prévoyez un bassin d'eau pluviale, en principe, il doit être sec en période d'hivernage, mais vous passez dedans, parfois ce que vous trouvez, c'est plein d'impuretés. C'est devenu la règle. Bon, on me dira, l'État n'avait qu'à brancher tout le monde. Il y a des efforts importants qui sont faits, c'est ce que je peux dire. On ne peut pas régler tous les problèmes en un jour, tout se fait par étapes. Mais je pense que ça n'est pas une raison pour dire je vais brancher des réseaux d'eau usée dans des réseaux d'eau pluviale. L'exemple type, c'est Ouakam. Les gens se sont branchés dans des réseaux où les déchets sont rejetés à la mer dans des zones de reproduction de poissons. Vous pensez qu'on a fermé les yeux sur ça? Ça n'est pas possible. On menace même l'environnement en réalité. Mais tout ça, comme je dis encore une fois, nous travaillons de façon inclusive pour amener les gens à la raison. Il y a des investissements importants qui se sont faits, mais tout ne peut pas se régler en une journée. Ça, c'est clair. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que ça a pris une proportion telle qu'aujourd'hui, on oublie même les efforts qui sont consentis sur des projets, à des projets structurants liés à l'assainissement. On pense maintenant que l'assainissement, c'est les OPH. Et c'est dommage qu'on veuille réduire l'assainissement à des problèmes d'inondation. Ça réduit votre mission pratiquement. Écoutez, moi personnellement, je ne mets pas de pression pour des choses comme ça. J'ai une feuille de route qui est très précise, je sais sur laquelle je travaille. La saison des pluies, c'est 3 mois que je vais gérer suivant les moyens qui sont mis à mon disposition. Et nous faisons au maximum pour les optimiser. Après, nous travaillons sur des projets beaucoup plus structurants. C'est plus de 200 milliards quand même. On est à plus de 300 milliards de francs CFA aujourd'hui d'investissement sur les inondations, sur l'assainissement. Vous avez l'assainissement d'eau usée, vous avez l'assainissement d'eau pluviale. Mais ce qui pose plus le problème de santé publique, c'est l'assainissement d'eau usée. En train de faire des efforts très très importants. Et vous avez des acteurs privés avec qui vous travaillez. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont sur le terrain? Est-ce qu'ils sont motivés à exécuter normalement ces OPH avant l'arrivée des pluies? Je vais profiter de votre tribune pour les remercier. Ils sont sur permanence, sans repos, des efforts importants. Et je pense qu'à travers ces acteurs du secteur privé, d'abord, il y a une création d'emplois. Nous devons aller beaucoup plus loin. Le problème de l'assainissement en général, c'est que vous avez des ressources relativement limitées pour l'exploitation et une augmentation exponentielle de l'investissement. Donc il faudrait dès à présent que nous réfléchissions à un changement de paradigme pour voir comment nous pouvons, après avoir fait un investissement, nous assurer de son fonctionnement optimal. Mais rien de tout ça ne peut se faire si on n'a pas un changement de comportement des populations. Oui. Il ne peut pas se faire d'illusion. On en appelle au sens citoyen des Sénégalais. Exactement, on en appelle le sens citoyen des Sénégalais. D'accord. Pour ces OPH, vous avez dégagé une enveloppe de 3 à 4 milliards, mais ce n'est pas que ça. Quels sont globalement les moyens déployés par l'État pour prévenir justement, prendre en charge cette session d'hivernage 98? Comme je vous dis encore une fois, l'ONAS est un acteur parmi tant d'autres. La Géroute fait des opérations prévisionnelles, l'APIX en fait, l'Agence de développement municipal en fait, et beaucoup d'autres. Je pense que si on agrège l'ensemble des investissements, on doit tourner autour de 10 milliards de francs CFA minimum. Mais moi, ce qui me désole tout ça, c'est que on aurait pu l'utiliser pour faire autre chose que de le mettre
pour enlever des impuretés dans des canaux d'eau. Vous avez à l'intérieur du pays les populations du monde rural, ils n'ont pas du tout accès à l'assainissement. Imaginez 10 milliards chaque année, vous le prenez et vous le mettez ailleurs. C'est les mêmes endroits. C'est les mêmes endroits, c'est le même pays. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on insiste un peu, pour qu'on arrive à changer de comportement. Et je pense que cet argent, on aurait pu l'utiliser de façon beaucoup plus efficiente. Et comment il est réparti un peu cette enveloppe? Comment elle est répartie cette enveloppe à l'échelle nationale, quand on sait que l'assainissement, ce n'est pas qu'à Dakar, les OPS, ce n'est pas que Dakar aussi, il y a les régions. Oui, l'ONAS travaille dans ce qu'on appelle les villes assainies, même si aujourd'hui on a augmenté notre champ d'intervention, on travaille dans le monde rural. Mais nous sommes partout. Nous sommes à Dakar, nous sommes à Matam, nous sommes dans les petites villes, nous sommes partout pour essayer de trouver une solution. Je voulais juste signaler quand même que les collectivités locales ont également un rôle très important à jouer au niveau de l'assainissement, au niveau des opérations pré-hivernales. Donc c'est une répartition géographique. On essaie d'être partout, mais la demande est très importante. Donc, mais on essaie autant que possible d'être partout pour éviter qu'il y ait des inondations. Il y a des inondations. Pour vous, cela passera par la réalisation d'infrastructures, d'ouvrages structurants. Aujourd'hui, on voit sur des méga-projets, on l'a dit à Fatick, ça c'est des régions ou des zones qui n'ont jamais connu de réseau d'assainissement. Aujourd'hui, c'est une fierté de conduire ces... Écoutez, je suis plus... Je peux vous dire une chose, je pense que moi, je me concentrerai plutôt sur ces projets majeurs. C'est vrai qu'on va régler le problème d'inondation. Vous avez une ville comme Ziguinchor, il n'y a jamais eu de système d'assainissement. Ça n'a jamais existé, ni d'eau usée, ni d'eau pluviale. Nous sommes en train de le faire. Vous avez Tambacounda, jamais eu. Vous avez Matam, jamais eu. Vous avez Sédou, vous avez Kaffrine, dans des villes où nous avons commencé. Vous avez Joal, vous avez Fatick, où nous avons commencé des projets majeurs. Vous avez la ville de Tivaouane. C'est le premier réseau d'assainissement d'eau usée qu'on va démarrer. La même chose à Cambérène, la même chose à Touba. Je pense qu'on se concentre en général trop sur ce qui n'est pas essentiel. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est ce qui se fait pour améliorer le cadre de vie des populations et qui colle parfaitement avec la vision de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Et qui à terme permettrait de régler définitivement ces questions au-delà du comportement. Voilà, je pense que c'est important de le dire, qui à terme permettrait de régler définitivement les problèmes d'assainissement si, je dis bien aussi, parce qu'il y a un conditionnel qu'il faut mettre derrière, si nous avons un comportement des populations qui cale avec la maintenance, avec le fonctionnement correct des infrastructures. Et nous allons continuer. Nous allons continuer à parler aux gens, nous allons continuer à insister, nous allons continuer à sensibiliser. Et l'accompagnement de l'administration territoriale que nous avons toujours eu, l'accompagnement des collectivités locales devrait, je pense, permettre de faciliter ce travail important. Le Sénégal est un des pays modèles en Afrique, au sud du Sahara, je dis, mais pas en Afrique de l'Ouest, en termes d'assainissement. Ce que nous avons fait dans ce pays, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, on ne le sent pas toujours. On ne sent pas toujours cette redevabilité que les populations devraient avoir. Vous me direz, c'est votre travail, c'est notre travail bien sûr, mais je pense qu'il faut reconnaître les efforts importants qui sont faits par l'État du Sénégal. Je parle de 300 milliards de francs CFA d'investissement et il y a d'autres projets majeurs qui arrivent également. C'est une dizaine de villes qui est concernée. Quelles sont un peu les compositions de ces projets? Je crois savoir qu'ils diffèrent d'une région à une autre, étant entendu justement que les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà, étant entendu que les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a certaines villes où on fait de l'assainissement d'eau usée simplement, il y a d'autres où on fait de l'assainissement d'eau pluviale, et il y a certaines villes où on fait des systèmes d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale en fait. Donc je pense qu'on sera à l'horizon 2019, on sera dans toutes les villes du